Je me réveille, je me prépare et on toque à la porte et c'est deux policiers qui viennent et qui me demandent si j'ai vu Tonneau ou ma mère. Je leur dis que non, je demande pourquoi. Les enquêteurs ne me disent rien, me demandent juste si j'ai vu l'un ou l'autre et c'est tout. Donc quand je rentre, j'essaie d'appeler maman. Il ne répond pas, qui est sur messagerie. J'envoie un message à maman en lui disant « Est-ce que tu peux me rappeler, c'est urgent ?» Pas de réponse. Et là, je me dis « Mais je vais aller voir à son boulot. » Et quand je me retrouve dans l'ascenseur avec, je crois, une collègue assez proche de maman, du coup, elle me dit « Il y a un problème, ta maman, elle n'est pas au travail. » Dans ma tête, je me dis « Mais il y a eu un accident sur la route. » Ou je ne sais pas tout de suite ce qui se passe. Et elle me dit « Il y a sa voiture dans le parking, mais elle n'est pas là. » Et là, je me dis « Mais c'est Tonneau. » J'imagine qu'il l'a enlevée. Qu'on ne sait pas où elle est, mais pour moi, je ne peux pas imaginer qu'elle est morte à ce moment-là. 2 heures plus tard, Florine apprend le décès de sa mère. Les policiers ont découvert son corps mutilé à coups de cutter dans l'appartement de Jérôme Tonneau, à Marcq-en-Barœul, près de Lille. Nous sommes le 27 mai 2019. Depuis des mois, Nathalie Debailly, 47 ans, se sentait menacée par son ex-compagnon et avait alerté la police. En vain. Chronique d'un féminicide annoncé sur fond de dysfonctionnement policier. Et toi, t'as des photos de soirée aussi? Oui. Elle était belle. Oh, magnifique. Non, moi, celle que je préfère, si elle est là. Oui. On la voit bien là. Vous étiez à Bruxelles, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, regarde là. Cindy, Marianne et Geoffrey sont des voisins devenus de proches amis de Nathalie. Ouais, celle-là, elle est excellente. Moi, je l'ai toujours vue souriante, sauf vraiment à la fin, mais sinon, elle était tout le temps souriante, quoi. C'est quelqu'un qui était apprécié dans le quartier. Enfin, Très apprécié. Ah oui. Très apprécié. Ma sœur était quelqu'un qui avait un caractère assez fort. Elle était cadre à la Société Générale et elle faisait l'unanimité dans ses équipes. Mais elle savait ce qu'elle voulait et elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle a été mariée longtemps, plus de 20 ans, avec le père de ses enfants. Et elle avait divorcé en 2010. Après la séparation avec papa, elle s'est rendue compte que ce qui était le plus important, c'était qu'elle ait son indépendance et qu'elle voulait vivre sa vie comme qu'elle en avait envie. Elle avait ses amis, sa famille. Elle n'avait pas besoin de nouvelles personnes dans sa vie. On est sûrement à table avec Romain, mon frère. On parlait d'un peu de tout et rien, puis elle nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Jérôme Tonneau, 53 ans, divorcé, père de 2 enfants, rencontré sur Internet en 2016. Donc sur le coup, moi, avec mon frère, on était contents. On s'est dit, c'est pas quelqu'un qui fait la tête, c'est pas quelqu'un de mauvais, il a l'air assez en forme, festif, bon délire, quoi. Quand on discutait avec Jérôme, on sentait que, en tout cas, c'est l'image qu'il renvoyait, que c'était quelqu'un qui était à l'aise financièrement, qui n'avait pas de difficultés, etc. Le gros véhicule, en gros, tous les signes extérieurs de richesse, quoi. Ex-directeur d'hypermarché, Jérôme Tonneau gère des laveries dans la région lilloise et s'impose peu à peu dans la vie de Nathalie et dans sa maison où il initie d'importants aménagements. En fait, ici, on est dans le salon, donc la cuisine, et l'agrandissement, il commence à partir d'ici. Donc toute cette partie-là, avec le dôme et puis le cabanon. Et c'est pas son projet, mais lui, il est très convaincant. Enfin, il lui dit qu'il faut pas qu'elle se soucie du financier, en gros, qu'ils s'aiment, tout va bien. Il a fait venir les entreprises et en gros, il a pris les choses en main. Et puis, elle se laissait porter. Oui, voilà. En lui disant toujours que de toute façon, ces travaux, c'était pas son projet, c'était pas dans ses moyens. Encore une fois. Dans sa maison agrandie, Nathalie improvise une fête avec ses voisins et Jérôme Tonneau. Une fête après laquelle Nathalie Debailly va découvrir une autre facette troublante de son nouveau compagnon. La police débarque chez elle pour une histoire de faux carjacking qu'il avait essayé de simuler pour toucher l'argent de l'assurance.
Ma sœur ne comprend pas ce qui se passe. Elle n'était pas du tout au courant de cette histoire de faux carjacking. On est des gens qui traversons jamais en dehors du passage clouté. Ma sœur était quelqu'un de très carré, très droit, et elle n'avait jamais rien fait d'illégal. Donc c'était quelque chose qui lui échappait, qui lui faisait peur. Elle ne le supportait pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un bas dans la relation. Parce elle veut le quitter, elle n'y arrive pas, il le sent, et il fait tout pour que ça se passe pas, du coup. C'est comme si il avait compris le message inverse. Elle lui avait dit c'est terminé, et quand elle rentre de vacances, il a encore plus dépersonnalisé la maison de ma sœur en y mettant des affaires à lui. Il n'arrête pas de dire mais je fais ça par amour, ma chérie, quand on aime, c'est normal. Il lui impose sa présence. Et elle va attaquer un travail pour essayer de sortir de cette relation toxique. Jusqu'à ce jour de février 2019, où elle lui dit « Maintenant, tu me rends les clés de ma maison ». 2 ans après leur rencontre, Nathalie décide de couper les ponts définitivement avec Jérôme Tonneau. Mais il dit directement « Mais de toute façon, je viendrai te voir et je passerai par le jardin ». Et là, il se met à harceler tout l'entourage de ma sœur, moi y compris, à nous appeler, de dire que c'est une victime et que ma sœur n'a pas le droit de faire ça, de l'abandonner. Inquiète, Nathalie Debailly dépose une première main courante pour harcèlement au commissariat de sa ville, à Marcq-en-Barœul, le 11 février 2019. Moins d'1 mois plus tard, 2e main courante dans le même commissariat. Mon ex-compagnon a pénétré au sein du parking de ma société. Il m'a suivi jusqu'aux ascenseurs, il voulait y entrer. Je l'ai poussé de la main. Et les menaces se poursuivent. Le 8 mars 2019, dans la soirée, Nathalie est contactée par un ami de Jérôme Tonneau, où il est notamment question de 30 000 € que son ex-compagnon lui réclame pour les travaux effectués. Nathalie enregistre la conversation avec cet ami. Là, il me fait flipper pour toi, hein, je te le dis. Hein. Mais vraiment, hein, je sais plus quoi penser, tellement il y a la masse. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a la masse? Là, il dit, si je prends mes 30 000, je la bute. Après, il dit qu'il a appelé des mecs, des machins, des ceci, des cela. Moi, il me fait flipper. Je te jure, c'est vrai, Nat. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Nathalie, j'ai peur pour toi. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Eh ce que je veux dire. Eh ben, viens avec moi chez les flics, on y va demain. Moi, s'il vous fait des menaces sur ma personne, il faut aller prévenir la police. Hein. Maintenant que je suis au courant du truc, je vais pas attendre que ça se passe, quoi. Je vais aller me protéger. Le lendemain, Nathalie dépose plainte au commissariat de Lille pour menaces de mort réitérées. Elle y évoque les confidences qu'elle a reçues. Mais il dit à ses amis qu'il me mettrait bien dans un coffre de voiture pour me mettre un coup de pression. Qu'il allait rôder autour de chez moi avec des intentions pas louables. Il dit vouloir me buter, se procurer une arme. Ça se termine comme ça, cela m'inquiète. J'aimerais qu'il y ait des patrouilles de police, de Marcq, voire de Lille, qui fassent des rondes autour de chez moi. Nathalie s'est fait accompagner par son amie Cindy, qui assiste à l'entretien avec le policier. Il nous dit rassurez-vous, c'est un escroc. Un escroc, ça passe pas à l'acte. Bon, faites attention, mais bon, vous risquez pas grand-chose, quoi. Voilà. Conclusion de la police. Importance du préjudice subi par la victime en raison de la gravité et des circonstances de l'infraction, néant. Aucune mesure de protection n'est à mettre en œuvre. Jérôme Tonneau n'est pas convoqué pour s'expliquer. Le harcèlement continue. Nathalie reçoit une photo d'une pierre tombale et s'aperçoit que son ex-compagnon se poste régulièrement sur une terrasse de café au pied de la banque où elle travaille. Plusieurs jours de suite, elle le prend en photo. Il est là. Le 22 mai 2019, Nathalie Debailly est convoquée au commissariat de Lille, non pas pour son dossier, mais pour une plainte déposée contre elle par Jérôme Tonneau pour un vol de téléphone. Et là, ça la met en rage. Parce qu'elle se dit, punaise, moi, on me menace, j'ai des éléments sérieux, concrets, et lui, il dépose une plainte pour vol, et bim, je suis convoquée, quoi. Nathalie est mise hors de cause pour le vol,
mais en profite pour déposer une nouvelle main courante, la 3e en 3 mois, 5 jours avant sa mort. Le 27 juillet 2019, Nathalie se rend à son travail dans le centre de Lille. À 8h36, elle s'engage dans le parking souterrain, où 3 hommes, dont Jérôme Tonneau, guettent son arrivée dans une fourgonnette. Elle sera sortie manu militari de son véhicule, très vite ligotée, bâillonnée, placée de force, bien évidemment, dans la fourgonnette. Un employé de la banque va arriver dans ce parking, va très vite prendre conscience qu'une agression se met en place, va tenter de réagir et Jérôme est muni d'une arme qui envoie des projectiles en caoutchouc, fera usage de cette arme. Et suite à cet événement, très vite, ils remontent tous dans les véhicules et repartent. L'employé, blessé à la joue et aux jambes, avertit la police. Pendant ce temps, les kidnappeurs prennent la direction du domicile de Jérôme Tonneau, à 15 minutes de là. Donc Nathalie va être taillée, enveloppée dans un drap, sortie sur le trottoir, donc devant chez Tonneau, et montée par un petit escalier en colimaçon, emmenée dans la baignoire. Jérôme va prendre la carte bleue de Nathalie, descendre de son appartement, se rendre à un guichet automatique à proximité, tirer de l'argent du compte de Nathalie, payer ses comparses. C'est de l'ordre de 300 € chacun. Ceux-ci quitteront très vite l'appartement et là, il se retrouvera seul avec Nathalie. Et c'est à partir de là qu'il décidera de l'égorger dans sa baignoire. À 12h30, près de 4 heures après avoir été averti de son enlèvement, la police découvre le corps de Nathalie Debailly. Jérôme Tonneau a lui disparu. Donc il va, après être passé à l'acte, absorber énormément de médicaments, va plonger quasi pendant 48 heures dans un sommeil profond. Donc il s'enfermera dans une camionnette et dans un box, pensant qu'on le retrouverait mort dans ce box, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il se réveille et à peu près 48 heures après, il se rend à son appartement dans un état un peu hébété. Et c'est à ce moment-là que les services de police qui sont à proximité vont l'interpeller immédiatement. Placé en garde à vue, Jérôme Tonneau reconnaît les faits. Ses 3 complices présumés, membres de la communauté rom, sont également interpellés dans ce camp. Pour tenter de comprendre le comportement de Jérôme Tonneau, il faut remonter le fil de sa vie. Issu d'un milieu aisé, son père était cadre bancaire, son adolescence a été marquée par un drame, comme le raconte sa mère. C'est le décès de son père et de sa sœur dans le véhicule où il était. Le véhicule a était sur le passage à niveau au moment d'un passage d'un train. Donc il avait... Il avait 13 ans. Ça l'a beaucoup perturbé. D'ailleurs, il arrivait difficilement à rester seul. Il m'est arrivé de devoir revenir de mon travail parce qu'il avait des crises d'angoisse. Cet accident a créé ce qu'on appelle une faille abandonnique qui a été relevée par les experts lorsqu'il a été examiné dans le cadre de ce dossier d'instruction. Il a tellement peur de perdre l'ami qu'il aime, la femme qu'il aime, qu'il en devient extrême dans sa façon d'aimer, c'est-à-dire possessif, où il veut tout gérer, tout maîtriser. Le meilleur moyen de ne pas perdre l'autre dans ce fonctionnement psychique est de le rendre dépendant. Parmi les femmes qu'il a fréquentées, celle que nous appellerons Marie garde un souvenir à vif de sa rencontre avec Jérôme Tonneau. En novembre 2015, ils partent à l'île Maurice. Selon Marie, le séjour vire rapidement au cauchemar. Elle soupçonne son compagnon de vol dans la chambre d'hôtel.
Et donc en ouvrant ce coffre, je me suis aperçue qu'il me manquait de l'argent. Il avait mis une partie dans son caleçon. Et les 300 €, je les ai pris comme ça de son caleçon. Parce que ça dépassait. Je l'ai menacé d'aller voir la réception, d'appeler la police. Et là, il s'est énervé et il m'étrangle. Il me serre l'œsophage. Je vous assure, j'ai jamais vu le diable, mais là je l'ai vu. Et dans la bataille, j'ai su attraper un de ses bras et le mordre pour qu'il me lâche. Marie dépose plainte à la gendarmerie pour vol et violence. Lors d'une confrontation, elle assure que Jérôme Tonneau aurait reconnu une partie des faits, mais à la sortie... Il a ralenti le pas pour être à ma hauteur et ce monsieur m'a dit, mot pour mot, qu'un jour, il aurait ma peau. Et nous nous sommes quittés comme ça. Un an plus tard, Marie est informée que la plainte est classée sans suite par le parquet de Lille, qui estime que les faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Dans l'affaire Nathalie Debailly, alors que la quadragénaire déposait en vain plainte et main courante, l'enquête a démontré que Jérôme Tonneau planifiait son enlèvement depuis 3 mois. Un assassinat assumé. Il y aura quelques tentatives d'enlèvement de Nathalie dans les semaines, les jours et semaines qui précèdent son meurtre, qui vont échouer, soit parce qu'il a fait marche arrière, soit parce qu'il n'y est pas arrivé. Mais il a du mal encore aujourd'hui à comprendre son geste qu'il qualifie lui-même d'abominable et d'impardonnable. Les proches de Nathalie Debailly estiment aujourd'hui que la police a failli. Tout d'abord le jour du meurtre. Selon l'avocate de la famille, les policiers n'auraient pas agi assez rapidement après avoir été alertés de l'enlèvement. Les policiers s'appellent pour savoir qui fait quoi. Finalement, ils vont une demi-heure plus tard sur le lieu d'enlèvement. Évidemment, c'est un enlèvement, il n'y a plus personne. Et puis, de fil en aiguille, ils vont aller à 10h30, c'est-à-dire quasiment 2 heures après l'enlèvement, devant l'appartement de Tonneau. Nous avons effectué une reconstitution et nous savons qu'à 10h30, Nathalie était vraisemblablement décédée. Mais par contre, si des policiers s'étaient immédiatement rendus au domicile de M. Tonneau, eh bien, elle aurait, on peut l'imaginer, été sauvée. Une enquête administrative de l'IGPN, la police des polices, a conclu que les policiers lillois avaient agi avec professionnalisme et rapidité, mais a tout de même jugé qu'un service plus aguerri aurait dû être saisi dès le début de l'enlèvement. Autre question. Pourquoi la plainte déposée par Nathalie Debailly au commissariat de Lille n'a-t-elle eu aucun effet? Elle aurait dû être transmise au procureur, ce qui n'a pas été le cas, comme nous l'a confirmé le parquet. Conséquence, aucune suite n'a été engagée. Jérôme Tonneau n'a jamais été convoqué. Donc évidemment, s'il l'avait convoqué, il aurait probablement arrêté. Mais là, finalement, plus il menace, plus il fait monter la pression, moins il se passe de choses. Donc en fait, il a un sentiment d'impunité qui s'installe et qui le conduit à penser qu'il peut tout. Sur ce point, une autre enquête de l'IGPN a conclu à des manquements déontologiques et professionnels au sein du commissariat de Lille. Comme l'a confirmé Gérald Darmanin à l'occasion d'un déplacement dans le Nord, le 3 février 2022. Et il y a eu des sanctions pour le policier qui a pris la plainte, et des sanctions aussi pour le chef du policier, pour la commandante de l'époque. Donc il y a eu des conséquences, et puis en même temps une réorganisation totale de la brigade lorsqu'il concerne les violences familiales et conjugales à Lille. Le ministère de l'Intérieur nous a indiqué que les 2 policiers avaient reçu un blâme ou un avertissement, soit les sanctions les plus faibles. La famille de Nathalie Debailly entend, elle, engager la responsabilité de l'État.
Procédure qui pourrait déboucher sur une indemnisation pour faute lourde. Tous les systèmes ont été défaillants à tous les niveaux de l'enquête, de façon évidente et flagrante. Et là, on ne peut pas laisser un État qui vient nous dire « on fait tout pour les femmes victimes de violences conjugales » et en même temps ne rien faire. Lorsqu'une femme vient décrire ce qu'elle subit, dans un commissariat, qui est un grand commissariat français, et la laisser repartir. Je sais qu'elle avait confiance en la police. Moi, j'ai un peu plus de mal, étant donné ce qui s'est passé. Mais j'ai pas de haine contre la police. On ne veut pas pointer du doigt des coupables, des responsables. Ça fera pas revenir ma sœur. On veut que ça serve de leçon. L'instruction sur le meurtre de Nathalie Debailly est achevée. Le procès de Jérôme Tonneau et de ses 3 complices, tous présumés innocents, devrait se tenir d'ici 1 an.